Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Diane Harvey qui est de l'AQRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. On va apprendre à mieux connaître cette association. On a à l'Espresso le sujet la kleptomanie. Un peu plus tard à l'émission, en deuxième demi, on reçoit Antoine de Chantérac qui vient faire avec nous un retour sur la marche qu'il a faite au Grand Nord en 2014. Une expérience très enrichissante. On va attendre de parler de cette expérience avec lui. Et dans le dernier quart d'heure à l'Espresso allongé, il sera question du thème, en fait, le 7 mamans que je suis avec toi. Alors, tout ça dans l'émission Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Suarez et la chanson s'intitule « Qu'est-ce que j'aime ça ?» Donc, bienvenue à Folie douce. Cette patience, cette forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques, la projection élastique, tout comme un coma idyllique. On reconnaît ces tourmentes qui réclament un certain silence quand elles aimeraient que l'on se rende. On connaît bien et atteste la manière, on se fout du reste même si un jour on le regrette. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Sur la chance, l'excuse de faux, t'as pas de chance, ne calcule plus la remontrance. Il suffit juste d'un mot, d'un geste et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Juste sur la chance, l'excuse de faux, t'as pas de chance, ne calcule plus les remontrances. Il suffit juste d'un mot, d'un geste et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. J'accueille à l'émission cette semaine donc Madame Diane Harvey, qui est directrice générale de l'AQRP. Alors, Madame Harvey, bienvenue à Folie douce. Merci. Oui, alors vous êtes directrice générale de l'AQRP, qui est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. On va parler évidemment de l'AQRP. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu peut-être de l'historique, comment, depuis quand l'AQRP existe et pourquoi avoir fondé cette association. OK. Alors, la QRP, déjà, c'est son 25e cette année et ça a été tout simplement fondé suite, je vous dirais, à la reconnaissance des besoins de réadaptation psychosociale en santé mentale. Donc, c'est vraiment dans le courant, dans l'émergence de cette approche de réadaptation psychosociale. Tout simplement, il y a des gens au Québec, c'était principalement des gens, dans le temps, c'était Louis H. Lafontaine et de l'hôpital Douglas, qui avaient été au premier congrès de réadaptation psychosociale à Barcelone et qui était revenu avec cette idée de mobiliser les gens au Québec pour faire ce même mouvement.
Et bien voilà, ça fait déjà 25 ans qu'on regroupe, je vous dirais, à la fois les gens concernés par la réadapte, mais autant, je vous dirais, les praticiens, les chercheurs, les gestionnaires intervenants, les personnes qui vivent un problème de santé mentale, les membres de l'entourage. Donc, une agora provinciale qui réunit tous ces gens-là en son sein sans avoir d'intérêt corporatif, ne serait-ce que de vouloir améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale et des membres de leur entourage. Oui, et donc dans le nom, on dit réadaptation parce qu'effectivement, quand les gens rencontrent des problématiques de cet ordre, doivent se réadapter. On sait que c'est un combat et c'est pas facile. Comment pouvez-vous justement peut-être décrire la situation actuellement? Est-ce que vous trouvez que les gens en général ont assez de services justement pour se réadapter? Et, comment la situation, est-ce qu'elle est bonne en général au Québec? Bon, je vous dirais, dans un premier temps, je resituerai un peu la réadaptation psychosociale, dans le sens que, dans le fond, c'est aussi simple de dire que on veut que toutes les personnes, qu'elles aient un problème ou non de santé mentale, puissent agir comme n'importe quel citoyen, dont avoir accès à l'ensemble des services, aux espaces communs, etc., de pouvoir se réaliser dans l'ensemble des sphères de leur vie. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait encore, on a encore du chemin à faire. Les personnes nous disent que c'est souvent la restauration des rôles sociaux et les préjugés qui rendent la vie plus difficile, si je peux dire. Alors, on a encore du travail à faire. On sait que la lutte contre la stigmatisation, on fait encore peu d'actions au Québec par rapport à ça. La restauration des rôles sociaux, alors on a toute la palette des services en lien avec l'insertion sociale, donc retour au travail, retour aux études. On a encore du chemin à faire. C'est sûr que ça dépend, on peut toujours se comparer à certains pays puis dire oui, on a des grandes avancées, mais on peut pas dire encore que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont encore toutes les chances ou toutes les mêmes opportunités qu'une personne qui n'a pas à vivre ces épreuves-là au cours de sa vie. Oui, et vous parliez justement d'endroits dans le monde. On sait qu'il y a des choses qui se font souvent. Certains pays sont assez en avance, comme on dit, mais je pense que vous inspirez beaucoup parce que vous avez l'habitude de tenir des colloques de façon régulière et puis souvent on peut y rencontrer des gens qui viennent un peu partout dans le monde et c'est enrichissant pour notre propre monde ici au Québec. Oui, effectivement, de plus en plus, je trouve qu'on est en relation avec différents pays, différents acteurs. Autant c'est bon pour nous, on peut parler un peu là, comment je dirais, d'émulation, d'aller chercher ailleurs ce qu'on trouve le plus intéressant. Puis effectivement, le Québec est assez bien placé pour inspirer d'autres pays. Ne serait-ce que, bon, si on regarde au niveau des programmes de pères aidants, ça, dans l'espace francophone, on est vraiment, on a des grandes avancées. Si on se compare aux Anglais, un peu moins. Donc oui, on est quand même bien situé, puis on inspire effectivement de plus en plus de collaborations aussi là, qui émergent de ces grands rassemblements internationaux. Quel est le portrait un peu des membres? Il y a quand même beaucoup de membres de la QRP. Quel type d'organisme on peut y retrouver chez vous? Je vous dirais, on a un membership très fidèle du milieu communautaire. Donc, c'est très varié en termes d'organisation communautaire. Et on a aussi un membership quand même important du réseau public. Je dois noter, c'est sûr qu'avec la réforme, c'est plus difficile actuellement. On doit vraiment retravailler nos alliances. Tout le réseau a bougé, donc on doit tout effectivement là revoir un peu ces collaborations-là. Mais c'est vraiment, là, je vous dirais, un membership hétérogène. Et c'est ça qui est intéressant. Ça rend parfois la vie un peu plus difficile parce qu'on a différents intérêts autour de la table. Les gens viennent justement de provenances différentes, donc on a des cadres de référence différents, mais on réussit vraiment là à se rallier et c'est comme ça, je crois qu'on est capable d'avancer les choses. Donc vraiment en ralliant autant les forces du réseau communautaire, du réseau public, mais en ayant au cœur de nos actions les personnes concernées, donc les personnes qui vivent avec les problèmes de santé mentale et les membres de l'entourage qu'on oublie encore trop souvent. Au niveau de la QRP, on sait que vous parlez tout à l'heure, à l'instant, en fait, de la réorganisation un peu du milieu, mais l'enjeu de l'argent est revient toujours, en fait, depuis à peu près toutes les années qu'on a vécues au niveau de la santé mentale, en fait, des soins de santé mentale et des services en société. Est-ce que c'est encore un enjeu qui vous est rapporté? Est-ce que vous avez une certaine... est-ce que vous prenez une position où vous essayez d'aider la cause, justement, des différents organismes? Est-ce que ça fait partie de votre mandat aussi pour améliorer les fonds nécessaires?
Bon, on n'a pas un mandat, comment je dirais, là, politique directement là, pour faire de la revendication, par exemple, là, pour des meilleures conditions pour le milieu communautaire ou autre. C'est sûr que nous, on est aussi un organisme à but non lucratif, donc l'austérité, ça nous a touché aussi, ça nous a fait mal à nous aussi. Donc, c'est sûr que on est comme l'ensemble des organisations, on est on pourrait dire toujours un peu en précarité. Ça nous demande d'innover continuellement. C'est toujours essoufflant. C'est sûr que on soutient le milieu communautaire par rapport à leurs revendications, d'autant plus qu'elles sont présentes depuis de nombreuses années, ces revendications-là. Le réseau public a de plus en plus de difficultés. Donc, c'est sûr que tout le financement demeure un enjeu primordial. Puis tant que la santé mentale va être le parent pauvre, il sera pas situé de façon transversale dans l'ensemble des politiques. Je pense qu'on va toujours un peu traîner de l'étape. Donc oui, il y a encore de la revendication à faire et on va faire ce qu'on peut, nous, à travers notre mission pour essayer d'améliorer ça. Madame Harvey, donc la QRP, l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, est située au Québec. Il y a d'autres associations ailleurs au Canada. Avez-vous des bonnes relations avec les autres les autres organisations, justement, peut-être pour avoir une meilleure force de frappe commune? On a renforcé beaucoup nos liens, un peu comme justement à travers les colloques, on a vraiment développé de plus en plus de collaboration avec l'international. Au plan des organisations en réadaptation psychosociale, nous, il y a vraiment une association internationale de réadaptation psychosociale. Au Canada, c'est particulier parce que il y a deux associations. Il y a la QRP et il y a son pendant, si je peux dire, anglophone, qui est PSR Canada, qui va avoir des chapitres dans leur constitution dans chacune des provinces du Canada, sauf la QRP. La QRP est née avant PSR Canada et on a désiré, dans ces années-là, rester indépendant. Mais on travaille de plus en plus étroitement avec PSR et c'est même avec PSR Canada qu'on tente de faire venir le colloque international, le colloque mondial de réadaptation psychosociale. On espère pouvoir le tenir en 2021. C'est loin, mais on travaille déjà ensemble à travers ce projet-là à se mobiliser. Et sinon, pour vos colloques, pouvez-vous nous rappeler, est-ce que ça se tient chaque année ou c'est quand même de façon fréquente, ne pas chaque année, les colloques que vous montez justement, qui sont très intéressants d'ailleurs? Hein? Pas tout à fait chaque année. Le prochain sera notre 18e colloque, donc 18 colloques sur 25 ans. Le colloque ayant pris tellement de l'ampleur, on n'était plus en mesure de le faire une fois par année. Donc, je crois que c'est à partir de 2006 qu'on l'a mis aux 2 ans. L'année passée, on a sauté l'édition compte tenu de la réforme du réseau. On se disait, là, on n'avait pas la capacité, puis on savait que les joueurs seraient pas présents, seraient pas en mesure de nous suivre. Alors, on relance le 18e colloque pour 2017. Alors, vous êtes les premiers à qui on en parle officiellement. Là, on tenait ça secret. Alors, 2017, ça sera notre 18e. On espère faire 2019 avec la collaboration de PSR Canada et 2021 avec l'Association mondiale de réadaptation psychosociale si nos rêves se réalisent. Oui. Alors, oui, les colloques, c'est important. C'est encore au Québec le plus grand rassemblement en santé mentale. C'est devenu avec le temps une espèce d'happening. Autant c'est important au niveau du transfert de connaissances, mais autant la dimension de rassemblement demeure toujours importante. On le constate aussi à travers l'évaluation, que cette dimension-là est aussi importante que la dimension de transfert de connaissances. Oui, Madame Harvey, vous êtes donc depuis longtemps à la QRP. Comment vous voyez la suite des choses au niveau de la santé mentale au Québec? C'est une question un peu vaste, là, mais de façon générale, est-ce que vous avez quand même espoir avec justement le nouveau plan 2015-2020 et la plupart des joueurs maintenant qui sont impliqués aussi, qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui font beaucoup preuve de créativité. Comment vous voyez ça un peu pour les prochaines années en santé mentale en général? Je dois vous avouer que moi, je vois ça de façon assez optimiste. D'une part, j'aime beaucoup les deux grands axes du plan d'action là, quand on parle de primauté de la personne puis d'améliorer l'expérience de soins. Moi, je trouve qu'on est devant un grand chantier, une grande réforme. Si on réalise cette réforme-là, je pense qu'on va être tous gagnants. Mais c'est sûr que là, il y a des enjeux, il y a des défis énormes. Alors moi, j'aime ça les défis, fait que je dis qu'on en a pour quelques années
donné à avoir du plaisir. Mais c'est sûr que, ouf, on n'est pas sorti du bois. Mais on a peut-être là une occasion, par exemple, de vraiment réussir à faire le fameux changement de paradigme attendu. Je crois que si on réussit à faire le virage du rétablissement, mais pas seulement dans la façon d'accompagner les personnes, mais vraiment à travers nos structures de soins et de services, que là, on va peut-être avoir vraiment un nouveau modèle d'organisation de services. Alors, tout est à faire. J'aime mieux être optimiste puis me dire que on a effectivement un grand terrain de jeu. Mais je me dis, on peut pas être perdant à tenter d'améliorer les choses. Mais ça sera pas facile, puis c'est pas demain que, on voit encore que le réseau est en reconstruction. Là, on n'est pas encore sorti de la tourmente, mais je pense là, qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et tant qu'on est dans la locomotive puis qu'on a du plaisir à essayer de transformer les choses, ça va bien aller. Oui, on se passe les doigts. Absolument, vous avez raison. En fait, c'est mieux d'être positif parce que c'est certain que les gens auraient toutes les raisons du monde pour être négatifs, mais il faut demeurer positif dans les changements. Ça peut toujours être beaucoup mieux que d'être négatif. Avant de terminer, j'aimerais que vous rappeliez l'adresse web. En fait, je pense que c'est le meilleur endroit où on peut aller lire des choses sur vous communiquer avec vous. Vous êtes dans la région de Québec, mais vous êtes accessible justement par le web. Tout le monde peut vous aller chercher l'information. Quelle est-il, l'adresse du site web? Alors, c'est aqrp-sm.org et vous pourrez découvrir autant les projets là, concernant les pareils dans les groupes d'entendeurs de voix, la revue Le Partenaire, les colloques, etc. La lutte contre la stigmatisation. On a vraiment une belle diversité de projets qui nous animent. Alors, je pense que oui, ça vaut la peine d'aller visiter le site. Oui, alors, Madame Diane Harvey, directrice générale de l'AQRP, merci beaucoup d'avoir participé à Folie douce. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et bonne continuité, bon colloque et bonnes activités, tout ce que vous faites, vraiment, bonne continuité. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase qui nous remplisse les pores de cuisses, d'étincelles et de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le noir nous poursuit. On s'enfile les liquides cornus pour ne pas perdre de vue la nuit qui glisse toujours trop vite. Nous sommes là, jeunesse féline. Ha! La la la, des pommes et des tigresses qui s'illuminent. Ha! La la la, des volcans dans le torse en calcine. Ha! La la la, votre monde à grands coups de fougue. Ha! La la la. On cherche les princes urbains qui voudront jouer à se sentir plus vivants qu'hier et on mord leurs fesses laser en espérant qu'ils nous diront qu'on est la plus belle fille de la terre. Et les poings serrés, les cornes baissées, on fonce sur les murs cendrés. Rien ni personne ne freinera nos ardeurs. Nous sommes super-héros splendeurs. Nous sommes là, jeunesse féline. Ha! La la la, des pommes et des tigresses qui s'illuminent. Ha! La la la, des volcans dans le torse en calcine. Ha! La la la, votre monde à grands coups de fougue. Ha! La la la. Les yeux flous d'ivresse, on se bat avec le vent, on s'égratigne les fluides, on s'éparpille la chair,
On se lance avec crainte les mots qu'on meurt d'envie de se faire chuchoter à la tempe. Tu es ma maison, je t'aime sans raison. On oublie que tous les moments nous vont bien, alors on se touche sans se voir en s'éteignant à grand feu. On tue pour être l'autre, on se donne pour le posséder. On dit tu n'es qu'à moi, si tu bouges je tire. On désinfecte nos tristesses à l'alcool et on brûle nos fantômes au briquet. Pour que nos faces ne s'effacent pas, on les peinture de fluo. On se vêtit de fleurs, on lèche nos larmes. On fait l'école buissonnière des sentiments. Et nos rêves qui s'effilochaient de filaments renaissent en phénix. On déplastifie nos désirs mais on garde notre cœur dans un pot maçon bien scellé. On consomme la beauté et quand enfin elle nous touche on en veut une autre. Parce que le cul du voisin doit être bien plus vert, c'est sûr, j'imagine. Nous sommes là, jeunesse féline. Des pommes et des tigresses qui s'illuminent. Des volcans dans le torse, on calcine. Votre monde à grands coups de fougue. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, la kleptomanie. La kleptomanie ou l'irrésistible envie de voler. Oui, on connaît un peu le mot. Ça s'écrit avec un C ou avec un K en passant. Ouais. Ça s'écrit de deux façons. Si on regarde la définition de la kleptomanie qu'on donne sur le site Wikipédia, alors on dit la kleptomanie, qui vient du grec des mots klepto et mania. Klepto qui veut dire voler, mania qui veut dire l'habitude. C'est une maladie mentale qui se caractérise par une obsession à voler des objets. Et c'est ce qu'on appelle une monomanie, pouvant se porter sur des objets dont la valeur importe peu. C'est-à-dire, c'est des gens qui volent, oui, mais c'est pas pour les... Pour voler, là. C'est-à-dire pour carrément le plaisir de voler. Ouais. Ben ça, c'est la valeur, c'est ça qui la différencie du vol à l'étalage pur. Ben, du vol à l'étalage, ça peut être de la kleptomanie Oui, aussi. oui, mais pas nécessairement. Là. Mais ça, c'est ça. Ça peut être volé parce que les gens veulent ce bien ou ce ça. bien-là. La là, sans le kleptomanie, payer. tu as très bien dit, c'est voler pour le plaisir de voler. Et souvent, ce sont des objets sans valeur. Et maintenant, comment reconnaître la kleptomanie? Ça, c'est sur un article Internet que j'ai trouvé sur le site Doctissimo, écrit par M. Louis Assana, qui est rédacteur, un des rédacteurs. Il nous dit, le kleptomane est tout sauf un voleur à la petite semaine. Chez lui ou chez elle, le besoin de dérober est incontrôlable. Et souvent, il vise des objets sans aucune valeur, le tout sans aucune préparation. Les symptômes sont d'ailleurs listés dans le fameux manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux américains, ce qu'on appelle le DSM. Dans ce cas-ci, on est rendu au DSM-4. Il faut que le trouble réponde aux critères suivants. C'est-à-dire, premièrement, une envie irrépressible et récurrente de voler. Deuxièmement, une tension forte juste avant de commettre le vol. Troisièmement, le plaisir ou le soulagement lors du passage à l'acte. Ensuite, le vol n'a pas pour mobile la colère, la vengeance et n'est pas lié à des idées délirantes, des épisodes maniaques ou des hallucinations. Et finalement, les objets ne sont pas volés pour un usage personnel ou pour une quelconque valeur commerciale. Et qui sont touchés par la kleptomanie? Aucune étude n'a tenté d'évaluer le nombre de personnes touchées par ce trouble de la personnalité, car souvent, la kleptomanie n'est découverte que de manière fortuite lorsque le voleur se fait prendre. Néanmoins, certains spécialistes jugent qu'environ 0,5 à 1% de la population serait concernée. L'une des rares études sur le sujet émet l'hypothèse qu'un quart des voleurs arrêtés pourraient être en réalité des kleptomanes. Mais ce chiffre est peut-être un peu exagéré. D'après la littérature, le profil type du voleur compulsif est majoritairement une femme de 35 ans qui aurait commencé à l'âge de 20 ans et qui agit toujours seule. Maintenant, des vols sans mobile. L'un des critères principaux pour reconnaître la kleptomanie est l'inutilité des objets dérobés. Ainsi, le voleur prend des biens souvent sans valeur qui ne lui serviront pas. Ils sont ensuite stockés ou jetés.
Certains kleptomanes peuvent même essayer de les rendre à leurs propriétaires. Chez eux, le vol est un besoin dont l'objet n'est pas la finalité. Seul l'acte compte. D'ailleurs, de nombreux kleptomanes éprouvent une forme de plaisir à dérober, parfois exacerbée par la prise du risque, ou on dirait en bon québécois, pour le thrill. C'est pourquoi ce trouble est souvent comparé à une forme de dépendance, mais le plaisir est souvent d'une forte culpabilité, est suivi d'une forte culpabilité, ce qui amène certains d'entre eux à rechercher inconsciemment à se faire arrêter même. Les origines de la kleptomanie sont encore mal connues. De nombreux psychologues la considèrent comme un substitut de vie sexuelle. Imaginez. En effet, cette recherche du plaisir pour une activité secrète et interdite servirait à pallier un manque ou une sexualité peu satisfaisante. C'est également ce qui est allégué par la pyromanie, par exemple, dont j'ai parlé récemment. D'autres spécialistes évoquent pour expliquer ce trouble un sentiment d'abandon durant l'enfance. Enfin, il faut souligner que plusieurs troubles psychologiques précèdent ou accompagnent la kleptomanie. Ainsi, la majorité de ces voleurs, malgré eux, ont connu des problèmes dépressifs. Le vol serait alors la solution trouvée pour diminuer les baisses d'humeur, une sorte de consolation transitoire. Les troubles du comportement alimentaire sont également très fréquents. Un quart des boulimiques auraient des comportements kleptomaniaques. Qui doivent voler de la nourriture, eux. Ben en fait, quand tu parlais des symptômes et tout ça, je faisais un parallèle avec la boulimie, dans le sens que les personnes se font vomir alors que là, ils veulent se faire prendre. Donc, c'est un peu... veulent se faire prendre ou d'autres vont rapporter les objets. Preuve de quoi c'est sans valeur. Oui, et pas très intelligent. Parce que tu vas te faire arrêter. Oui, je ne sais pas si c'est une question d'intelligence, vraiment. Et finalement, à moins d'un examen de conscience, d'une introspection réussie, amenant l'individu à reprendre le contrôle de ses comportements, cette répétition de cycles de vol à la tire amène inéluctablement le kleptomane à se faire arrêter, parfois même avec son propre concours, comme si inconsciemment le kleptomane chercherait à attirer l'attention sur lui ou à communiquer quelque chose à autrui à travers son comportement. L'arrestation coïncide souvent avec une prise de conscience chez l'individu kleptomane que son problème est sérieux. Ouais. Ces individus ne s'engagent parfois en thérapie qu'à la suite de leur arrestation. L'idée de consulter un psychologue peut ici devenir une sorte d'obligation légale ou représenter une opportunité de changement. Car de fait, ces personnes auront en effet avantage à développer un contrôle sur leur comportement. Oui, on se l'imagine. Mais surtout, elles pourront envisager l'idée que leur trouble est probablement lié à d'autres choses qu'ils portent en lui ou en elle. Un malaise intérieur, une blessure, un ensemble de souffrances, etc. Oui, un beau sujet. Merci beaucoup, Pierre, pour avoir abordé ce sujet-là, la kleptomanie. Merci, Ghislain, aussi pour ta participation. On continue l'émission Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Antoine de Chanteyrac, avec qui nous revenons sur la marche qu'il a faite au Grand Nord en 2014. Une expérience humaine très enrichissante, vous allez voir. À l'Espresso allongé, le sujet est « Cette maman que je suis avec toi ». Vous entendrez aussi en chanson le deuxième rôle de ta vie de François Léveillé et « J'ai marché » de Bory. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folidouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, 514-990-9604. J'accueille maintenant mon invité qui est M. Antoine de Chanteyrac. Alors, bonjour M. de Chanteyrac. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci d'être là. Mais merci, c'est pas la première fois d'ailleurs. On va faire un retour sur la première fois que vous êtes venu à notre émission. Vous êtes psychologue maintenant à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Tout à fait. Et à l'époque, en 2014, en fait, on s'était parlé avant une aventure qui était une marche au Grand Nord, donc que vous alliez faire. Tout à fait. Et là, on se parle plus tard, donc on va avoir un peu des nouvelles de cet événement-là, qui était quand même quelque chose d'assez intéressant. On va écouter tantôt un extrait, mais ça s'est bien produit, cet événement. Est-ce que ça s'est produit, est-ce que ça a été satisfaisant, si on peut dire? Oui, c'était une expérience difficile, mais très riche humainement. Donc 21 jours, traversée de l'île de Baffin en autonomie complète. Donc, seul? Non, pas seul, c'était en groupe. Hein? C'était en groupe avec 3 acolytes, mais c'est vrai que c'est une expérience très solitaire dans le sens où on marche 7 à 10 heures par jour seul. Les uns derrière les autres. Donc, on a un extrait de l'entrevue que vous nous aviez donnée en mars 2014, donc un peu de temps avant que vous y alliez. C'était à quel mois vous êtes allé en 2014? On est parti fin mars et jusqu'à mi-avril. En fait, vraiment donc 3 semaines. C'était un peu avant le départ. On va écouter l'extrait d'environ une minute et puis on reviendra ensuite pour justement voir un peu les suites personnellement, les suites, ce que ça représentait et aussi peut-être pour la collectivité. Donc, on écoute ça à l'émission Folie douce. Comment les jeunes le voient, justement, les jeunes que vous côtoyez, je me demande, sont au courant de la démarche, ça. Donc, comment ils voient ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent ou qu'est-ce qu'ils vous recommandent, peut-être, jusqu'à un certain point? Tout à fait. Mes patients me disent que je suis complètement fou. Premièrement, ils comprennent pas, mais ils trouvent ça admirable et ils m'encouragent beaucoup là-dedans. Donc, Quel est le parcours, donc, comment ça va se passer en tant que tel? Vous partez en avion jusqu'à un certain lieu? On part d'Ottawa. Oui. D'Ottawa, on va en avion jusqu'à Iqaluit. D'Iqaluit, on reprend un autre avion pour aller jusqu'à Qikiqtarjuaq. Et de Qikiqtarjuaq, on fait 80 km de motoneige pour éviter la zone des ours polaires. Et de là, on commence notre randonnée. Et la randonnée va faire quoi comme parcours? À ce moment-là, est-ce que ça se calcule en kilomètres? Oui, on va faire à peu près 140 km. Oui. Donc, on fait la traversée du golfe de Baffin pour arriver à un petit village inuit, Pagnangtum, qui est un ancien village de la compagnie de la baie du Tson pour la traite des peaux. Et est-ce que vous êtes plusieurs à faire On est 3 à partir. Et 3 personnes de l'Institut? Non, je suis le seul de l'Institut. Okay. On est 3 à partir, plus un guide, parce que ce genre d'endroit, on ne peut pas y aller sans guide. C'est ça. Alors voilà, c'est un extrait de l'entretien. C'est bien vos propos à cette époque-là. C'est bien moi. C'est ça, c'était intéressant. En fait, on appréhendait un peu nous, on avait hâte de voir des nouvelles, justement. Mais donc, vous en êtes sortis sains et saufs. Alors, c'était déjà la bonne nouvelle. Tout à fait, avec mes 10 doigts. Tout s'est bien passé. Pas d'ours à l'horizon. Pas d'ours, on a vu des traces, mais ce qui a été vraiment dur, c'était le froid. Là. C'est vrai que des moments, des petites engelures, des choses comme ça. Et à l'époque, ça se faisait un peu de façon personnelle, mais aussi au bénéfice de la fondation de l'Institut Pinel, où vous étiez. Personnellement, qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que vous avez trouvé ça comme expérience très difficile ou ça a été... Ça a été difficile, surtout les premiers jours. Il y a eu des moments où j'ai douté d'arriver vraiment au bout de cette expédition. Mais c'était une expérience extrêmement riche d'un point de vue personnel, étant donné que ça a été une période où j'ai pu être face à moi-même, réfléchir, questionner sur ma carrière, sur mes choix de vie. Et ça m'a ramené à l'essentiel, ça m'a ramené vraiment aux choses importantes pour moi, c'est-à-dire ma famille, ma femme, mes enfants. Et j'en suis sorti avec cette conviction que c'était vraiment ça l'essentiel. Oui, on pense beaucoup quand on fait parce que vous dites c'est 7-8 heures on circule pendant 7-8 heures par jour pendant que la lumière est là, c'est ça? Tout à fait. Et comment vous circuliez? C'est avec un traîneau? C'est avec... On tire une poulka qui est une grande, comme une barquette qu'on tire qui faisait 60 kilos au départ, avec la nourriture, tout notre matériel. Donc, et on est en raquette. On tire ça en raquette toute la journée. Ça s'est allégé au fur et à mesure qu'on mangeait. Heureusement, on commence avec le pire. Dans le fond, on finit avec le plus léger. Hein? Exactement. Ouais.
Mais donc, psychologiquement, c'est un événement qui... Mais qu'est-ce que vous avez peut-être plus retenu comme dans l'expérience? Ce qui m'a marqué, c'est comment 3 éléments, la gestion du froid, la nourriture et le sommeil, étaient des éléments qui pouvaient impacter mon humeur de façon très marquante. Là. Quand la nourriture, ça allait pas, le sommeil allait pas, tout de suite, je commençais à voir les choses moins positivement, à avoir plus de mal. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'il faut maintenir tout le long pour arriver au bout. Et ça, c'est vrai que c'est une belle leçon aussi que dans notre vie, de prendre soin de soi, d'avoir une hygiène de vie, ça joue beaucoup sur notre humeur. Ça vous a comme peut-être reconfirmé votre propre travail, en fait, comme psychologue. Vous avez probablement à conseiller des gens qui, justement, pour avoir le meilleur, si on veut, la meilleure qualité de vie possible pour justement garder une bonne santé mentale et une bonne santé en général. Tout à fait. Donc ça a confirmé, ça a nourri et ça m'a mis face à une nature brute, difficile et qui nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose, nous les êtres humains, face à ça. Oui. Est-ce que, selon l'extrait nous parlait de ça, en fait, les jeunes que vous voyiez à l'époque à l'Institut Philippe Pinel vous disaient que vous étiez un peu fou de faire ça. Mm-hmm. Est-ce que vous considérez encore que c'est un peu de la folie de faire cette aventure-là? Moi, c'est pendant que je me suis dit, je suis complètement... Qu'est-ce qui t'a pris, Antoine? Pourquoi tu as besoin de souffrir comme ça? C'était pendant que je me suis dit, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Les gens, après, me le disent encore, qui ne comprennent pas. Mais quand je vois humainement ce que j'ai pu en retirer... Aujourd'hui, en fait, après, j'ai envie d'y retourner. Oui. J'ai envie de vivre une autre expérience comme ça. J'ai envie de retourner dans le Grand Nord parce que j'ai pu rencontrer à la fin de mon expédition des Inuits et c'est un peuple touchant et ça m'a donné envie d'y retourner, de les connaître mieux, connaître cette culture. Est-ce que vous ont posé la question ce que vous faisiez comme expérience ou comme périple, en fait? Est-ce qu'ils voulaient comprendre pourquoi vous alliez au Grand Nord? Ils comprennent, mais ils nous voient surtout, quand on est arrivé après 3 semaines, ils nous voyaient surtout comme... On apportait de l'argent d'une certaine façon parce qu'on dort chez eux, donc ils n'ont pas forcément cet intérêt pour nous, notre expédition, mais plutôt sur qu'est-ce qu'on peut leur apporter. En tout cas, dans des villages aussi éloignés, c'était vraiment ça le ressenti, c'était aussi cette misère sociale qui est quand même très visible. Et les autres collègues du périple, en fait, de 21 jours, ils venaient de milieux différents, là. C'était pas nécessairement des gens... Tout à fait, une femme qui venait de Québec, un jeune homme qui venait de Fermont. Ça a été difficile à certains moments du fait de la promiscuité aussi, mais ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Ça a été des belles rencontres, même si on était quand même très seuls. Quand on marche les uns derrière les autres, on est seuls. C'est vraiment le soir et au moment de la routine, du montage de la tente, qu'il faut vraiment être collégial dans le travail. Donc, on peut être un peu social jusqu'à un certain point. Le soir, on peut faire un peu de discussion, mais ça, c'est assez limité. C'est très limité parce qu'on se couche tôt, on se lève avec le soleil. C'est vraiment... on a une vie assez monacale dans le sens où on marche, on monte la tente, on fait la cuisine, on mange, on dort. Ouais. C'est vraiment ça pendant 21 jours. Et le froid, avec la tente, on en survit. Là. Vous êtes un exemple ici en studio, mais comment ça se passe? On dit souvent que c'est des froids extrêmes. C'est des froids extrêmes et c'est la gestion. C'est-à-dire que le corps s'acclimate vraiment bien. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que rapidement le corps se rend compte que ça sert à rien de chauffer les extrémités. On se concentre sur les organes, sur le cœur. Ouais. Et donc, au bout de 20 jours... la gestion du froid est beaucoup plus facile. C'est sûr qu'il y a eu des moments où on a eu des tempêtes, où on a dû rebrousser chemin en pleine nuit à 4 heures du matin, la tente s'envolait. Donc là, il y a eu des moments de peur où vraiment on se dit « wow, je suis dans un climat très hostile et l'erreur peut être fatale ». Donc, il y a eu quand même des moments difficiles. Et la gestion aussi peut-être des engelures ou il faut apprendre à trouver une façon de se réchauffer. Travail d'équipe, on se regarde après la marche, on se regarde le visage, on regarde vraiment s'il y a des taches sur la peau. Moi, il y a eu un moment où je sentais plus mes doigts, donc là, toute l'équipe, je mettais mes mains sous les aisselles, toute l'équipe s'est mise contre moi pour s'assurer que ça réchauffe le plus vite possible. Donc c'est vraiment, ça demande une collégialité et une entraide dans ce genre d'environnement. Oui. Dans votre travail de psychologue, donc on disait tout à l'heure, vous êtes psychologue maintenant à l'hôpital Sainte-Justine. Est-ce que vous puisez un peu quelquefois dans votre expérience pour aider les jeunes que vous rencontrez?
je puise quotidiennement dans le sens où ça m'a nourri, ça m'a redonné un moment de ma carrière où il y avait une forme d'épuisement, où les enjeux hospitaliers, le manque de ressources dans les hôpitaux au Québec, le manque de moyens, fait qu'on se bat parfois contre des montagnes, m'a redonné ce goût de me battre pour la santé mentale des Québécois, pour les aider, pour soutenir ces familles, ces enfants. Ça m'a rappelé ma vocation, tout simplement. Oui. Comment va-t-elle en général la santé mentale des jeunes? On dit souvent que les jeunes sont souvent oubliés. À Sainte-Justine, vous faites affaire avec plusieurs jeunes en bas de 18 ans, en fait, des familles, mineurs, des familles aussi. C'est sûr que le sous-financement est chronique au Québec, que les services psychosociaux, la psychologie est oubliée au profit d'un pouvoir médical toujours plus puissant et toujours plus riche, malheureusement. Mais il y a quand même des belles réussites, il y a des beaux projets, il y a des gens qui sont passionnés par leur métier. Et je pense que malgré tout, on est là pour justement accompagner ces familles et aider ces jeunes. Et c'est des petites victoires, mais ça prend ces victoires-là. Oui, absolument. Ce que vous disiez tout à l'heure, donc en reparlant de la marche au Grand Nord, vous aimeriez retourner éventuellement. Avez-vous un projet précis ou c'est plus éventuellement, sans être précis à ce moment? Je vous avoue que je regarde même des offres d'emploi au Nunavut ou au Nunavik, au niveau des services psychosociaux, de la DPJ. Ils recherchent beaucoup de travailleurs dans la santé. Donc je regarde ça d'un œil. C'est sûr que j'ai une famille, que c'est un projet qui complique les choses, mais c'est quelque chose que j'aimerais le faire et ma femme le sait que ça serait quelque chose peut-être à moyen, long terme de pouvoir vivre une expérience de travail vraiment auprès des Inuits. La plupart des gens qui sont allés au Grand Nord, qu'on entend souvent, ils veulent retourner justement. Il y a quelque chose qui marque ou qui touche profondément la personne. Hein, ça fait 4000 ans que cette civilisation existe. Je trouve ça fascinant sans les moyens technologiques qu'ils ont une culture d'une richesse inouïe qui a été un peu dénaturée, mais moi, ça me pousse à vouloir découvrir. Et ça, c'est mon côté psychologue aussi, c'est cette soif de connaissance et cette soif de découverte. Oui, absolument. Avez-vous quelques informations à donner en terminant? Il reste très peu de temps, mais c'est fort intéressant. Le récit, en fait, ça nous donne déjà, on voit les images, en fait. Ce que je dirais, c'est vraiment se lancer des projets. Ça fait avancer les projets. Se lancer des défis, que ça soit un échec ou une réussite, on en sort grandi, quoi qu'il arrive. Et ça, dans la vie de tous les jours, il faut le faire. C'est très gagnant. Et puis, effectivement, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est vraiment intéressant, M. de Chantorac, donc psychologue maintenant à l'hôpital Sainte-Justine, de nous avoir parlé de ce retour sur le périple il y a 2 ans, en fait, au niveau du Grand Nord. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine et bonne continuité surtout. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Toi, t'as toujours eu besoin d'une idole tout jeune. Je me souviens dans la cour d'école, t'avais les bottes, le côte en cuir et la démarche d'un dur à cuire. Avec tes faux airs de rocker, tu nous bavais, tu nous faisais peur. Mais quand arrivait le directeur, tu passais un mauvais quart d'heure. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Plus tard je t'ai revu, tu faisais la parade. Tu lançais tes idées comme des grenades. T'avais le cœur qui battait au pas des soldats de Che Guevara. Avec ta tuque de patriote et ton courage de Don Quichotte, un jour t'es parti sur la bonne. T'as perdu ton référendum. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Quelque temps après, t'as laissé ta milice. T'as décroché, t'as viré Love and Peace. Tu t'es mis à boire de la tisane
à fumer des plures de banane. Là t'as capoté sur Gandhi, y'avait plus que la paix dans ta vie. T'as dérivé une coupe de mois, on t'a ramassé d'un Krishna. T'as souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. T'as tout lâché pour trouver un travail, t'en as eu assez de jouer les cobayes. T'as fait un virage à bâbord, ta femme et ton enfant d'abord. Ton gars va maintenant à l'école, c'est toi qui es devenu son idole. Tu veux tellement être son mentor que tu l'as baptisé Junior. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. C'est ton fils qui va jouer le rôle de ta vie. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant l'espresso allongé. Alors, cette semaine, Pierre, tu nous proposes cette maman que je suis avec toi. Tu m'intrigues. Mais j'avais déjà parlé par le passé. En fait, j'avais fait comme une première partie. Là, OK, sur ce... ce que je vais faire ce matin, ici, dans la deuxième partie. J'ai trouvé ça sur le site psychologie.com sur Internet. C'est un article écrit par Mme Valérie Collin-Simard, qui est psychologue et écrivain. Est-ce qu'on dit écrivain ou écrivaine? Je pense qu'on peut dire les deux. Oui. Alors, oui, ce sont des femmes de lettres qui écrivent, à qui on a demandé d'écrire des lettres à leurs enfants. Parce que dans la psychiatrie, on pourrait dire, on en revient souvent à la mère quand on fait c'est sûr, on fait le recul dans l'enfance et la mère. C'est marquant la présence ou la non-présence. Oui. Alors, l'article commence ainsi. Parler de soi à ses enfants, de la mère que l'on est, de celle que l'on voudrait être. L'exercice peut sembler périlleux. 5 femmes de lettres ont pris leur plume pour écrire ces mots que l'on ne dit jamais. Et je commence par Madame Christiane Singer, qui est écrivaine et qui a 2 fils, un de 18 ans et un autre de 22 ans. Remarquez que Mme Singer est décédée en 2007. Mais, alors, voici ce qu'elle a écrit. Elle a écrit « À mon fils aîné, on m'a demandé tantôt si j'étais une bonne mère. J'ai bien sûr piaffé et rué, la même réaction allergique qu'en entendant parler du bon Dieu. Ah, les catégories, les tiroirs, les trappes dans lesquelles nous aimons ranger ou faire disparaître ce qui nous dérange le plus, en distribuant des notes, des bons points, des scores et des blâmes, en bricolant des odieux maîtres, les bonnes âmes veillent à ce que la vie ne déborde pas, ne noie pas leurs conventions ni leur système. Donner des attributs à Dieu, disait saint Augustin, est puéril, voire infâme. De même, le principe maternel, entre guillemets, échappe-t-il à tout, déborde-t-il de tous les lits, charrie-t-il le meilleur et le pire. Elle nous dit « Comprends-moi bien, je suis loin de prétendre que les mères sont semblables à Dieu, bien que le Talmud nous ait précisé que, ne pouvant être partout, Dieu créa les mères. J'ai le pressentiment que le diable aussi, ne pouvant être partout, a eu recours au même subterfuge. Ce que je sais avec clarté, c'est que cette force en moi, que j'appelle mère, dépasse si furieusement, si grandiosement, si finement, si délicatement, si infiniment tout ce qui est concevable, que je m'étonne de pouvoir l'héberger en moi sans entendre craquer tous mes os.
Tu me diras, bon, mais au quotidien, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, par exemple, que je n'ai jamais pu porter mes pensées vers toi sans reconnaissance. Je te dois la démesure. Jamais plus je n'ai pu être la misérable pédante que j'étais avant ta naissance. Celle qui serait tout sur tout, celle qui cultivait surtout des opinions, des jugements, convaincue qu'à force d'amasser du savoir, des plaisirs et des biens, elle finirait par être gagnante. Ce produit d'une époque et de ses dérisoires priorités que j'ai été à cesser d'exister. Grâce à toi, je l'ai échappé belle. Le réel m'a explosé au ventre, m'a déchiré en morceaux avant de me réunifier autour d'un vide. Désormais, je ne sais plus rien sur rien, mais j'aime. Aussi n'ai-je rien de particulier à te dire ou à te demander. Aucune sagesse ultime, aucune mise en garde, aucun regret. Je te laisse aller. Pour moi, tu es libre. Nous sommes généreusement quittes. J'ai eu la grâce de participer à ton entrée en vie, et toi, tu as ôté de moi la mort. On a le temps pour une deuxième lettre. C'est écrit par Madame Françoise Chander-Nagar, qui a 3 fils de 28, 25 et 23 ans. Elle écrit « Mes enfants, j'ai reçu de la nature la mission de vous élever, de vous aider à monter plus haut. Vers quoi? Quelle valeur? Le courage d'abord, une qualité qui me paraît utile à tout. Excellente s'il s'agit de mourir, meilleure encore s'il faut survivre. Je ne sais plus qui a dit que les seules batailles que l'on est sûr de perdre sont celles que l'on n'a pas livrées. Je suis si persuadé de la vérité de cette maxime que je vous ai souhaité courageux, responsable et tenace. Je ne prêtais jamais une oreille complaisante à vos « je n'y arrive pas » entre guillemets, ou encore « si ta vie en dépendait, tu y arriverais ». Et vous finissiez en effet avec un peu d'aide pour y arriver. Le courage, c'est aussi le goût de l'effort, du travail. Peut-être n'aurais-je pas pu aimer des lâches. Je n'ai en tout cas jamais estimé les paresseux. Énergie, fermeté, capacité à prendre des risques, à assumer des responsabilités. Tout cela qui fait des hommes solides, fait-il des hommes heureux? Quand vous me reprochez parfois l'éducation que je vous ai donnée, c'est ce grief qui revient le plus souvent. Tu n'as pas cultivé en nous le don du bonheur. Et avec tout ça, quand est-ce qu'on s'amuse? Je plaide coupable. Je dois m'arrêter ici, mais... Donc, on rappelle, c'était des femmes qui ont écrit à leurs enfants. Ouais. Qui écrivaient une lettre à leurs enfants. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Merci, Justin, aussi d'avoir été là. Alors, on continue la chanson à l'émission Folie douce. J'ai marché sur la plage et bon sang sous les nuages. J'ai croisé dans tes yeux un penchant pour être heureux. J'ai dormi dans tes bras, un jour on se reverra. T'as ouvert un prévert, je n'ai plus peur de l'hiver. J'ai marché en novembre, au beau milieu de ta chambre. T'ai donné mon amour, comme il y en a tous les jours. Le soleil a triché, j'attendrai à point lié. T'as porté sur la route un enfant sans aucun doute. J'ai laissé à l'étage les amis et les nuages. Suis tombé dans un creux, un fond noir et ses adieux. Et crié sur les toits, on ne m'y reprendra pas. T'as ouvert un prévert, je m'en sors mais à l'envers. J'ai gardé de descendre les décombres avec les cendres. Échanger mon amour pour un collier de détour. Le soleil s'est caché, j'attendrai le mois de mai. Retrouver les falaises à hauteur des soirs de braise.
et bas, oublier mes ennuis, les carences et le toupie, et crier sur les toits, j'ai aimé vivre avec toi, temps ouvert après verre, je n'ai plus peur de l'hiver. J'ai marché sur la plage, et bon sang sous les nuages, j'ai croisé dans tes yeux le penchant d'y être heureux. J'ai dormi dans tes bras, un jour on se reverra. T'as porté sur la route notre enfant sans aucun doute. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Ghislain Malo, on va y aller avec la nomenclature des chansons. On a pu entendre dans l'émission Folie douce cette semaine, en début d'émission, Qu'est-ce que j'aime ça? Oui, du groupe Suarez. Oui, on a entendu également La jeunesse féline. Oui, de la bronze. Dans la deuxième demi, on a pu écouter Le deuxième rôle de ta vie. Oui, de François Léveillé, qui est l'humoriste. Oui, qui a commis un disque comme certaines personnalités qui en font à l'occasion. Et à l'instant, on a écouté J'ai marché. De Bory. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta recherche également pour l'émission. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Dans l'Espresso, on a parlé de kleptomanie. Et dans l'Espresso allongé, en fait, c'est un peu des lettres d'écrivaines à leurs enfants. Donc, c'est intéressant qu'on a nommé Cette maman que je suis avec toi. C'est toujours intéressant. On y reviendra peut-être éventuellement dans d'autres émissions. Je remercie notre invité en début d'émission, Diane Harvey de la QRP, donc l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, qui nous a expliqué un peu plus le mandat de la QRP. On a pu recevoir aussi en début de deuxième demi Antoine de Chanteyrac. On a fait un retour ensemble sur la marche qu'il a eu l'occasion de faire dans le Grand Nord en 2014. Expérience très enrichissante. Ça lui a beaucoup apporté. Alors, c'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop